Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie ? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. D'accord. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. J'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Alors on l'entend partout, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, dans des conversations ordinaires. Je ne suis pas complotiste, mais derrière cette formule devenue banale, il y a un brouillard fait de défiance, de fausses preuves, de récits séduisants et de soupçons permanents. On va essayer de comprendre aujourd'hui non seulement ce que racontent ces récits, mais ce qu'ils font à notre rapport au réel et à la démocratie. Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Pascal Wagner-Egger. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale, enseignant en statistique à l'université de Fribourg, vous êtes auteur de Psychologie des croyances aux théories du complot chez PUG, Le bruit de la conspiration, c'est un premier livre. Le deuxième livre qui est juste derrière moi, Méfiez-vous de vos cerveaux sur les biais cognitifs. Et le dernier qui vient de sortir, coécrit avec Gilles Belvaux, Je ne suis pas complotiste, mais justement. Alors moi j'avais envie de commencer cette émission, parce que c'est un manuel de décodage des théories du complot, hein, votre livre. J'avais envie de commencer cette émission sur justement le titre. Qu'est-ce que raconte cette formule Je ne suis pas complotiste, mais... Alors ça raconte le fait que pour les gens qu'on désigne par le terme de complotiste, ils savent qu'il y a une connotation négative. Donc c'est pour ça, c'est comme je ne suis pas raciste, mais... Donc, et cette connotation négative, elle nous est parfois reprochée. On nous dit, mais vous discriminez, vous dénigrez les gens qui croient à ces théories et on est libre de croire à ce qu'on veut. Et alors c'est pas tout à fait vrai parce que ce qu'ils oublient, ces gens-là, c'est que la théorie du complot, c'est elle-même une accusation assez grave. On va accuser, je ne sais pas, Emmanuel Macron d'empoisonner la population française avec un vaccin, des choses comme ça. Donc en fait, c'est bien plus grave l'accusation complotiste que le terme de complotiste qui est un peu connoté négativement. Mais ce que veut dire complotiste, c'est que vous croyez à des théories du complot sans preuve suffisante. C'est en tout cas la définition que j'en donne. Et c'est aussi des accusations. Donc voilà à quoi fait référence un petit peu le titre. Comment vous définiriez justement les termes de complotiste ou de complotisme et de théorie du complot? Comment vous les définiriez? Vous commencez un peu par ça dans le livre, donc comment vous les définiriez? Oui, alors, théorie du complot, bon, il y a d'abord l'idée de complot, ça c'est la définition classique, hein, c'est un petit groupe de personnes puissantes et qui se réunit dans un but malveillant. Et la théorie du complot, c'est une accusation de complot, mais sans preuve suffisante, c'est-à-dire basée sur des éléments de preuve qui ne sont pas des preuves de complot. Et on distingue bien, il faut faire la différence avec les vraies enquêtes ou les vrais complots, puisque tout le monde admet évidemment qu'il existe des vrais complots. Donc c'est ça qui a il y a un peu une ambiguïté. Et les complotistes l'utilisent, ils vont dire mais il y a des vrais complots, ce qui est vrai, mais c'est pas du tout la même méthode que la leur. Donc les vrais complots, c'est ce que j'appelle aussi, dans un but un peu pour être très clair, j'appelle ça la science du complot, c'est-à-dire prouver un complot avec des preuves directes de qui a fait quoi, quand, comment, comme on a pu prouver le Watergate ou le complot de l'industrie du tabac, ou même l'affaire Epstein récemment. Donc ça c'est les vrais complots, et c'est pas du tout pareil aux théories du complot, qui sont des croyances, des accusations de complot sans preuve suffisante. Et le sans preuve suffisante, ça fait référence que toutes les théories du complot les plus les plus fantaisistes comme la Terre plate, mais même les plus sérieuses comme Kennedy, oui, ou elles sont plus plausibles. Elles sont plus plausibles, mais toutes reposent sur le même mécanisme. Et ce mécanisme, c'est les anomalies apparentes de la version officielle. Et c'est ça que vous appelez les données erratiques? Voilà, données erratiques. Alors racontez-nous un peu ce que c'est que les données erratiques, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant cette idée-là, parce que finalement c'est un peu... ce qui fait, j'ai l'impression, le terreau du complotisme. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours un début de véracité, mais ensuite, il y a des données erratiques qui, justement, nous conduisent vers la théorie du complot. Racontez-nous un peu ça. Voilà, c'est ça qui est fascinant avec toutes ces théories, c'est qu'elles reposent là-dessus. Et ces données erratiques, c'est par exemple, l'exemple type, c'est la mission Apollo sur la Lune. On vous dit, regardez, le drapeau, il flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et on vous fait des millefeuilles argumentatifs de plein de ces anomalies apparentes. Le 11 septembre, c'est ça, hein, en fait. Et le Covid, c'est ça aussi. Enfin, toutes les théories, maintenant, on fait la même chose avec la mission Artemis.
Artemis, les complotistes dissèquent chaque image et disent c'est bizarre, c'est bizarre. Donc ça, c'est vraiment aussi un marqueur qu'on a affaire à une théorie du complot. C'est bizarre parce que ceci, cela. Peut-être que c'est bizarre, déjà, il faut vérifier, parce que quand on a la réponse, c'est souvent pas bizarre. Et même si c'était quelque chose de bizarre dans une enquête, une erreur, eh bien, il faudrait d'autres preuves pour prouver un complot. En fait, on ne peut pas accuser quelqu'un sur des éléments bizarres. Donc ça justifierait au mieux l'ouverture d'une enquête. Et alors ces éléments bizarres comme le drapeau qui flotte sur la mission Apollo, ils ont une explication, c'est pas bizarre, c'est qu'il y avait une barre et le drapeau flotte pas, il est immobile, il a le mouvement qu'on lui a donné au début de la mission, et donc en fait c'est pas du tout bizarre. Mais on voit très bien aussi, c'est intéressant psychologiquement, parce qu'on voit très bien notre cerveau qui est attiré par ces éléments bizarres. Si on vous en donne 2 ou 3, vous dites ah ouais, c'est très bizarre, et on a très vite l'idée d'un trucage, d'un mensonge, et après quand on nous donne l'explication, on se dit ah bah non, en fait c'était pas du tout bizarre. Mais moi-même qui connais par cœur ce phénomène, je vois bien que par exemple si on prend une nouvelle théorie du complot, on nous dit c'est bizarre, ceci, cela. Par exemple Epstein, il s'est suicidé, c'est bizarre parce que les caméras de surveillance n'ont pas marché à ce moment-là. Et en fait c'est vrai que c'est bizarre, mais après quand on apprend d'autres choses, comme quoi les caméras marchaient pas non plus tout l'été précédent, on se dit ah non, c'est pas bizarre. Mais sur le moment, on voit très bien notre cerveau qui est parti dans l'idée du complot et qui part trop facilement dans cette idée. Et quel est justement le mécanisme qui fait qu'on passe ce qu'on pourrait appeler d'un doute légitime à finalement une forme de croyance complotiste? Quel est le mécanisme qui fait ça? Le mécanisme peut-être du cerveau, et puis le mécanisme humain qui nous conduit à ça? C'est qu'on est trop vite, c'est un peu un saut vers la conclusion, comme on l'appelle en psychologie, c'est-à-dire que on a tendance à tirer des conclusions trop rapidement. Donc dès qu'il y a quelques anomalies, on se dit ah oui, c'est un complot, ou c'est tellement louche, alors que voilà, on n'a pas assez d'éléments pour y croire, et il faudrait faire une enquête et prouver directement le complot éventuel, mais ça prend des années, et c'est des enquêteurs professionnels, c'est des journalistes, la justice qui enquête, et c'est pas les complotistes. Donc les complotistes sont dans une situation de croyance, ils croient à partir d'éléments insuffisants, comme on peut croire aux extraterrestres ou aux fantômes en fait. Voilà, une bonne preuve d'extraterrestre, ce serait si on en trouve un, on peut le disséquer, tout le monde dira, tous les scientifiques diront ah bah oui, c'est un extraterrestre. Mais tant qu'on a des lumières floues dans le ciel, peut-être c'est des extraterrestres, mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit d'autres phénomènes bien plus banals. Alors vous parlez de mentalité conspirationniste dans le livre. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Qu'est-ce que c'est qu'une mentalité conspirationniste avec cette idée finalement de je pose des questions? Est-ce qu'on est déjà dans la mentalité conspirationniste ou pas, quoi? Qu'est-ce que c'est que la mentalité conspirationniste? Oui, alors parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions sur l'assassinat de Kennedy, pourquoi pas, hein, on peut se passionner pour la question, mais le problème c'est que ces croyances complotistes, elles s'attirent les unes les autres. C'est-à-dire que d'abord, on croit trop facilement au complot, et ensuite, un complot en appelle un autre, parce qu'on croit à des complots sans preuve suffisante sur ces fameuses anomalies. Et là, on peut en trouver, pour l'affaire Kennedy, on peut trouver la balle magique, comme quoi la balle, si elle avait fait toutes les blessures qui sont rapportées, elle aurait dû faire un parcours sinueux, alors qu'il suffit de bouger un peu les corps pour que la trajectoire soit rectiligne. Donc c'est de nouveau ces anomalies apparentes qui nous font croire à un complot. Et si la CIA ou d'autres ont pu faire tel complot, c'est aussi plus probable qu'ils en aient fait d'autres. Donc en fait, ça devient même presque logique. C'est ça le piège des théories du complot. C'est vraiment une dérive sectaire. Parce que si vous croyez à un complot sans preuve suffisante, les autres deviennent de plus en plus plausibles. Et même les théories pseudo-scientifiques deviennent aussi plausibles. Donc on s'aperçoit dans nos recherches que si vous croyez à un complot, il y a plus de chances que vous croyez aux autres complots. Il y a des corrélations statistiques. Et même à d'autres formes de croyances non scientifiques comme l'astrologie. Parce que justement, vous vous mettez à croire avec un niveau de preuve trop faible, et avec ça, vous pouvez croire à tout. C'est pour ça que, en fait, quand on peut se dire les platistes, c'est pas dangereux finalement, parce qu'ils croient que la Terre est plate, pourquoi pas à la rigueur. Mais c'est parce que il y a ce système de croyance un peu sans preuve qui permet ensuite d'entrer dans d'autres théories du complot qui sont plus dangereuses. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Par exemple, des personnes qui croient à l'assassinat de Kennedy, que c'est un complot de X ou Y, parce qu'il y a évidemment des dizaines de personnes accusées. Donc, même si c'est un argument assez amusant, statistique, qui dit que même si une des théories du complot est vraie, la majorité sera fausse quand même, parce que ça ne peut pas être à la fois le KGB et la CIA qui ont tué Kennedy. Donc voilà, certaines sont un peu plausibles, et vous pouvez croire à celle-ci, et c'est tout, et pourquoi pas. Mais après, on voit que très rapidement, on est attiré par d'autres théories du complot, par la même méthode de pensée, de croire sans preuve suffisante. Et effectivement, les plus extrêmes, comme la Terre plate, on voit qu'en fait, les platistes, ils croient à toutes les autres théories du complot. Parce que si on a pu nous mentir sur quelque chose d'aussi énorme depuis l'enfance à l'école, alors tous les autres complots sont vrais.
Et là, on entre dans cette mentalité complotiste où, en fait, sans preuve, on décode un peu tout par le complot. Et pour nous, dans les recherches, ça s'exprime par des corrélations. Donc, on voit que les croyances sont corrélées. Et on voit aussi que voilà, ceux qui croient à la Terre plate, ils croient un peu à toutes les théories. L'inverse n'étant pas vrai, ceux qui croient à la théorie de Kennedy ne croient pas forcément aux autres. Mais il y a un peu une porte d'entrée quand même, parce que justement, ces fameuses anomalies apparentes, si vous vous faites prendre par ça, vous allez commencer à croire à toutes les théories du complot. Et alors justement, quels sont les biais cognitifs qui sont les plus puissants dans l'adhésion à ces récits complotistes ? Oui, alors on en a toute une série dans des recherches. C'est vraiment, faut dire aussi que mon avis sur le complotisme, c'est basé sur des centaines de recherches. Et voilà, et on dit toujours que si les recherches montraient l'inverse, on dirait l'inverse. Donc c'est pas qu'on veut montrer que les complotistes sont irrationnels ou ont des traits de caractère un peu pathologiques, mais il y a des dizaines et des dizaines d'études qui montrent que c'est le cas. Et parfois, dans une certaine sociologie d'extrême gauche, on nous accuse de pathologiser les croyantes et les croyants ou d'un mépris de classe, mais c'est pas du tout ça. Ça, c'est même une théorie du complot sur notre activité. C'est ça qui est drôle. Et alors, à l'extrême gauche, il y a aussi, on pourra en discuter, l'aspect politique, il y a aussi parfois des théories du complot, et ça, c'en est une, parce qu'en fait, on fait que rapporter des dizaines d'études sur des milliers de personnes dans plein de pays qui montrent un lien entre les croyances complotistes et d'autres, qui auraient pu montrer une absence de lien ou un lien inverse. Donc c'est toujours important de bien dire que notre avis est basé sur ces recherches et pas autre chose. Donc, et là, j'oublie la question. C'était par rapport aux biais cognitifs. Quels sont les biais cognitifs qui sont les plus répandus en fait, dans l'adhésion au récit complotiste ? Oui, alors c'est donc des recherches qui ont montré qu'effectivement, il y a 4 ou 5 biais cognitifs qui sont de façon un peu robuste, quand il y a plusieurs études qui montrent un lien. Et c'est par exemple le biais de corrélation illusoire, l'idée de faire un lien entre deux événements qui ont lieu en même temps et de penser qu'il y a un lien de causalité, comme sur le complotisme, ça a été par exemple le virus vient de Chine pour le Covid, et les antennes 5G aussi. Donc il y aura un lien un peu obscur entre l'antenne 5G, le vaccin et le virus. Et des gens ont vraiment détruit des antennes 5G, donc en pensant vraiment qu'il y avait... Donc ça, c'est un biais assez classique. Vous avez aussi le biais de saut vers la conclusion. J'en ai déjà parlé. On s'est aperçu que les gens qui croient aux théories complotistes et à d'autres choses prennent aussi plus rapidement des décisions en termes de probabilité. Donc ils vont plus vite vers la conclusion que les autres. Donc il y a ce saut vers la conclusion. Il y a aussi le biais d'intentionnalité, tendance à avoir des intentions de type humain derrière les événements, alors qu'il n'y en a pas forcément. Par exemple, l'accident de voiture de la princesse Diana, ils vont voir des intentions humaines malveillantes. C'est les services secrets qui ont produit ça. Voilà. Donc on a ce biais d'intentionnalité. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Le biais de confirmation, la tendance à chercher que des éléments qui confirment l'opinion, nos croyances. Alors ça, il est chez tout le monde. Donc aussi chez celles et ceux qui ne croient pas au complot. On va aussi, nous, rechercher plutôt les informations qui vont dans notre sens. Mais les recherches montrent quand même que c'est plus fort chez les complotistes. Parce qu'en fait, plus l'idéologie est forte, mais ça peut être aussi une idéologie politique ou religieuse, et plus vous allez faire du biais de confirmation. Donc ça, c'est aussi connu dans nos recherches, où plus vous êtes politisé, plus vous allez rechercher des choses. Alors tout à l'heure, vous parliez de la remise en question par certaines personnes des chercheurs et des recherches qui sont faites sur le complotisme. Nous, à Conspiracy Watch, depuis 20 ans qu'on existe, tous les 3 ans à peu près, il y a des livres qui sortent en expliquant que le problème, ce ne sont pas les théories du complot et les conspirationnistes, mais qu'au contraire, le problème vient des fact-checkers et de ceux qui essayent de débunker les théories du complot. Comment vous analysez justement cette remise en cause permanente que ce soit la recherche, le journalisme, autour des théories du complot ? Comment vous l'analysez ? Qu'est-ce que ça raconte finalement, cette remise en cause permanente ? Il y a un bouquin qui vient de sortir aux éditions de l'Aube de Pascal Lardelier, un chercheur qui est finalement à charge aussi contre ceux qui essayent d'aller rechercher la vérité dans le fatras des théories conspirationnistes. Comment vous analysez cette remise en question permanente ? Ouais, moi j'analyse vraiment comme c'est vraiment une idéologie d'extrême gauche qui nous dit que les gens sont pas irrationnels, qu'il n'y a pas aussi à l'extrême gauche, on n'aime pas toutes les explications psychologiques, donc on n'aime pas dire que c'est des biais cognitifs, il faut dire que c'est forcément socialement construit ou politiquement construit. Et le complotisme, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois des biais cognitifs, mais il y a des recherches qui montrent que c'est aussi social et politique. Donc, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que
Alors, nous, quand on résume un peu tous les travaux en psychologie sociale, quand je les résume comme dans ce livre, je fais toujours un peu 5 grandes catégories, ou 3 grandes catégories divisées en 5. C'est-à-dire, il y a à la fois des causes ou des corrélats, puisque c'est des choses liées de façon corrélationnelle. Alors, on a un petit peu de causalité, on a quelques études longitudinales, ou on a quelques études un peu expérimentales pour explorer la causalité, mais c'est principalement des corrélations, donc on n'est pas sûr qu'il y ait un lien, qu'il y a un lien de causalité, mais parmi tous ces corrélats, il y a les causes du complotisme. Donc on sait que... Et là, on fait toute une liste, pour l'instant, on est au début de la recherche, les recherches ont explosé à partir de 2010. Donc c'est quand même récent comme science. Et on peut imaginer qu'il y a des causes sociales et politiques. Alors les causes sociales, c'est plutôt de manière statistique, d'une tendance statistique, c'est plutôt les gens en bas de l'échelle sociale qui ont une situation de précarité, les pays où il y a plus d'inégalités sociales. Et ça peut se comprendre que le complotisme, c'est un peu un discours de revanche, un discours irrationnel de revanche contre les élites. Donc on a une situation difficile et on va dire les élites sont pédosatanistes, voilà, des accusations sans preuve qui sont à côté de la plaque, mais ça nous donne un sens de revanche peut-être pour certaines personnes. Donc on a cet aspect-là aussi, l'anomie, le sentiment d'anomie, de plus avoir de prise sur sa vie. Et ça date sans doute depuis les années 70 et 80, la mondialisation, parce que c'est vrai que le monde se complexifie. Il y a de plus en plus d'entités internationales qui gèrent les choses. C'est plus seulement le gouvernement français, mais c'est aussi l'Union européenne, c'est aussi l'OTAN, etc. Et pour certaines personnes, on a ce sentiment d'être dépossédé. Et ça, on trouve aussi très nettement dans les études. Donc, il y a cet aspect social. Politique aussi, on trouve beaucoup de conspirationnistes, beaucoup de conspirationnisme à l'extrême droite. C'est là qu'il y en a le plus. Un petit peu à l'extrême gauche aussi, justement, avec ces quelques exemples. On peut trouver des exemples. Et d'ailleurs, Karl Popper, le philosophe, dénonçait d'abord le conspirationnisme des marxistes. Pas de Marx lui-même, parce que Marx a une explication en termes de structure, de système. Mais les marxistes vulgaires, comme ils les appellent, eux, ils font comme s'il y avait un complot des capitalistes qui sont coupables de tous les maux sur Terre, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Et comment vous expliquez, vous, la porosité politique entre l'extrême droite et le complotisme? Parce que c'est vrai que nous, à Conspiracy Watch, les 98% des théories du complot sont poussées par des gens qui ont une proximité idéologique, en tout cas avec l'extrême droite. Comment vous expliquez cette porosité? Il y a plusieurs facteurs. C'est qu'il y a le facteur aussi parfois religieux, parce que à l'extrême droite, il y a cette religion conservatrice qui va créer des théories du complot contre les minorités LGBT ou complot juif ou complot musulman, le grand remplacement, voilà. Et donc ça, on a cet aspect un petit peu religieux. À l'extrême droite, il y a aussi l'aspect anti-science. Ils sont aussi beaucoup souvent opposés à la science, où ils pensent qu'il y a des sciences un peu alternatives. Donc il y a peut-être cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Et il y a le fait aussi, à l'extrême droite, on a l'autoritarisme de droite, comme on l'appelle en psychologie. C'est à la fois un besoin d'un leader autoritaire. Donc on a ces gens qui suivent un Donald Trump et qui vont utiliser le populisme et le complotisme un petit peu comme arme politique. Parce que finalement, pourquoi les extrêmes utilisent parfois le complotisme? C'est aussi parce que c'est une arme contre le système, entre guillemets, puisque tous les deux veulent remplacer ce système par un autre. Ouais. Et voilà, donc ils critiquent les deux, la démocratie, pour des raisons différentes. Et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir recours un peu au complotisme, parce que c'est un peu calomnier, il en restera toujours quelque chose au niveau politique. Alors dans le livre, là, je ne suis pas complotiste, mais vous prenez 30 théories du complot et vous les décryptez et vous analysez un peu comment elles ont été créées, qu'est-ce qu'elles veulent dire et qu'est-ce qu'elles racontent. Vous allez de la Terre plate au 11 septembre, en passant par QAnon ou les chemtrails ou le grand remplacement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences fondamentales entre ces théories, au-delà de ce qu'elles charrient avec elles, ou est-ce que finalement vous avez l'impression qu'elles ont la même grammaire, ces théories du complot? Alors oui, elles ont des éléments communs, c'est justement, elles sont toutes basées sur des anomalies apparentes de la version officielle, ça c'est vraiment un grand trait commun. Elles ont toutes en commun de contredire justement la version officielle, donc il y a aussi les gens qui sont simplement, anti-système. Donc par exemple, pendant la pandémie, j'avais été frappé par des gens qui me disaient, mais moi je suis contre les vaccins, non pas parce que je pense qu'ils sont mauvais ou pas efficaces, mais juste parce qu'on nous oblige à le faire. Donc il y a vraiment des gens qui détestent être obligés à quoi que ce soit et qui versent un petit peu dans l'opposition à cause de ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait de commun? Il y a en commun un peu tous ces biais cognitifs qui font qu'on adhère un peu à toutes. Mais après, c'est vrai qu'il y a des différences aussi. Certaines, elles visent des minorités qu'on n'aime pas. C'est pratique, la théorie du complot, parce que justement, c'est une accusation de complot sans preuve suffisante. Alors, vous pouvez accuser toutes les minorités que vous n'aimez pas et très facilement. Donc, tous les gens qui sont un petit peu racistes ou antisémites vont utiliser la théorie du complot, parce que justement, on peut accuser de tout très facilement, sans preuve suffisante. Alors, et on voit en cas de guerre aussi, on accuse toujours l'ennemi. Les Russes ont accusé les Ukrainiens de mettre des faux cadavres à Boutcha, par exemple. Donc, c'est très pratique. Il suffit d'une photo floue et vous lancez la rumeur. Et voilà, donc c'est très pratique. Et donc, il y a différentes catégories de théories du complot, mais qui sont toujours liées les unes aux autres. Donc, soit on accuse des minorités, soit on accuse le gouvernement. Il y a un peu ces deux grandes catégories. C'est les deux mécanismes les plus... Et par rapport à ce qu'il y a dans le livre aussi, il y a cette dimension que le Covid finalement a été un accélérateur. Nous, on l'a évidemment observé également. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le Covid a presque été si j'ose dire, l'exemple chimiquement pur de la possibilité des théories du complot, quoi? Oui, alors c'est vrai qu'à la fois la situation, nous on s'y attendait un peu dans le sens où on nous avait dit parce qu'on avait vu la pandémie de H1N1 déjà en 2008, j'ai gardé d'ailleurs quelques emails où on avait les mêmes théories du complot. On avait déjà l'idée que le vaccin allait tuer la moitié de la population française et ça n'a pas été le cas. Hein. Et on avait aussi l'idée qu'il y avait des micro-puces de Bill Gates dans le vaccin. Donc en fait c'était assez fascinant de voir à chaque nouvelle épidémie, on aura sans doute les mêmes théories du complot. Et donc la pandémie, c'était vraiment un instant de complotisme maximum parce que vous avez d'abord un danger, donc on a peur, les gens cherchent des explications, donc ils vont accuser tel ou tel pays, c'est l'Institut Pasteur, c'est les États-Unis, c'est la Chine, sans preuve, de nouveau, parce qu'on peut-être que c'est ça, mais on n'a aucune preuve. Et après, il y a des théories du complot sur l'origine du virus, sur les traitements, sur les décisions. Donc il y a plein de portes d'entrée pour les théories du complot. Il y a cette période d'anxiété qui dure parce que les autres théories du complot, c'est par exemple s'il y a un attentat terroriste, il y a des théories du complot et après, avec les années, ça se calme un peu, comme on l'a vu avec le 11 septembre. Maintenant, il n'y a plus rien de nouveau et la théorie, elle périclite un peu parce que plus personne, même les associations se disparaissent, celles qui soutenaient le complot. Vous êtes optimiste en fait. Alors pour certaines théories, oui, on a observé que, et il y a des études longitudinales où on voit que certaines théories du complot, heureusement, disparaissent, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui apparaissent et après, un certain niveau de complotisme, quand vous commencez à croire à beaucoup de complots, peu importe la théorie, ça devient, si celle-là n'est pas vraie, ce sera la prochaine. Donc là, après, ça devient plus vraiment un attachement à telle ou telle théorie, c'est plutôt tout est pourri. Et voilà, si on n'a pas raison cette fois-là, on aura raison la prochaine fois. Et par exemple, sur la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait un homme, comment vous analysez la puissance qu'a eu cette théorie du complot sur les 4-5 dernières années, voire même sur les 2 dernières années, où elle est devenue finalement un sujet de conversation internationale. Comment vous analysez la puissance de cette théorie du complot, justement? Ouais, je pense qu'il y a un peu de transphobie, un peu de sexisme aussi, parce que c'est toujours la femme du président qui est accusée. Il y avait Michelle Obama aussi, bien sûr. Et c'est toutes des femmes célèbres. Et donc, c'est pas les hommes, parce qu'ils pourraient aussi être transgenres. Mais bon, voilà, donc il y a un peu de transphobie, parce que c'est beaucoup l'extrême droite. Donc, de nouveau, homophobie, transphobie, ils mélangent un petit peu tout ça. Et il y a des thèmes comme ça qui sont très porteurs, celui-là, ou la pédophilie, parce qu'effectivement, c'est scandaleux, les vraies affaires de pédophilie. Donc, on va utiliser ça dans les théories du complot en accusant tout le monde et n'importe qui de pédophilie parce qu'on sait que c'est des thèmes très chargés émotionnellement et c'est vrai que c'est quelque chose d'abominable. Donc en fait, les complotistes vont utiliser ces thèmes-là. Alors voilà, l'histoire de Brigitte Macron, c'est vraiment cette idée que même le président nous mentirait sur quelque chose d'important. C'est peut-être pour ça que ça a du succès, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu et comment on peut délirant. Comment on peut retrouver finalement une réalité commune quand on en est à penser que le président a menti ou la femme du président a menti sur son sexe? Comment on peut retrouver une réalité commune à ce moment-là?
Oui, c'est ça. Alors, certains complotistes nous disent que si ils avaient le document prouvant biologiquement, ce que évidemment personne n'a envie de faire ou on n'est pas censé faire, mais il dit, mais en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'ils ne changent pas non plus d'avis. Parce que même les platistes, il y a eu quelques expériences de platistes qui sont allés au pôle parce qu'ils pensaient que c'était impossible qu'il y ait des journées de 24 heures où le soleil ne se couche pas. Et il y en a un ou deux qui ont changé d'avis, mais tous les autres n'ont pas changé d'avis. Parce que soit ils disent que celui qui a changé d'avis, il a été payé. Voilà, puis ceux qui ne sont pas allés eux-mêmes voir, ils ne le croient pas. Donc voilà, on ne peut pas vraiment les faire revenir à quelque chose de sensé. Donc c'est plutôt après critiquer ça pour les autres qui pourraient être attirés par ce genre de théorie. C'est-à-dire que vous, comment vous êtes venu, vous, à vous intéresser à ce champ d'études qu'est le complotisme et en fait, finalement, quelle est, selon vous, la meilleure façon de lutter contre le complotisme ? Alors moi, j'y suis venu un peu par hasard. C'était en 2004-2005. J'ai acheté le magazine Géo en allemand plus. Alors bon, j'ai un peu d'allemand à l'école, mais parce qu'il parlait de la Lune. Et moi, j'avais fait des recherches précédentes sur les croyances à propos des effets de la pleine Lune, qui sont aussi des vieilles croyances, qui sont toujours actuelles, à la fois, et que ça étonne aussi, mais c'est parce que c'est basé sur ces mêmes biais cognitifs. Le biais de corrélation illusoire, j'ai une insomnie, c'est la pleine Lune, et quelquefois, ça suffit pour que les gens croient qu'il y a un lien. Et c'est vraiment ce biais-là, parce que c'est vrai que ça pourrait être le cas, que la pleine lune vous empêche de dormir. Bon, ce serait curieux, parce qu'en fait, c'est la lune, elle passe toutes les nuits. Donc bon. Mais on voit très bien les gens qui ont ce genre de croyances. Et j'étudiais ça, et dans ce magazine Géo, on parlait de la lune, des croyances, la mission Apollo, et on parlait de la théorie du complot, comme quoi cette mission Apollo, les images auraient été tournées par Stanley Kubrick dans un studio. Voilà, ouais. Et ça m'a fasciné. Et je me suis dit, comme j'étais dans les croyances un peu originales, je me suis dit, mais ce serait un bon sujet d'étude. Et j'ai contacté mes collègues et on a commencé à étudier un petit peu ça. Donc c'est comme ça que j'y suis venu. Peut-être j'avais aussi été sensibilisé. Je connaissais une personne qui était fortement paranoïaque quand j'avais 20 ans, mais je n'étais pas psychologue. C'était avant mes études et je lui donnais en fait des cours de français parce que c'était une personne réfugiée en Suisse et c'était assez incroyable parce que je me rendais compte que les contre-arguments servaient à rien, la personne s'enferme et ça devient vraiment une prison où même son psychiatre ou son médecin peut lui vouloir du mal, donc il peut penser que le traitement qu'on lui donne pour qu'il aille mieux est un empoisonnement. Donc je me rendais compte de cette espèce d'emprisonnement mental qui est la paranoïa, qui est liée un peu aux théories du complot, puisque alors les grands paranoïaques sont tous complotistes. Les complotistes ne sont pas forcément paranoïaques, mais il y a un lien quand même. Certaines personnalités qu'on appelle paranoïdes, donc qui se méfient plus des autres, ont tendance à plus croire aux théories du complot. Donc il y a aussi des liens en termes de personnalité. En psychologie, on trouve des liens aussi, c'est les études qui le montrent. Il y a quand même des liens parce que si vous méfiez de tout le monde, vos voisins, votre famille, vous méfiez aussi plus du gouvernement, des scientifiques et des journalistes. Est-ce qu'il y a un lien en termes de mécanisme entre la croyance religieuse et la croyance complotiste ? Ou est-ce que c'est complètement différent ? Moi, je vois un lien parce que c'est de nouveau croire à des choses extraordinaires sans preuve suffisante. C'est la même chose avec les croyances paranormales, les extraterrestres, les fantômes. C'est que ça se pourrait qu'ils existent. On ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Ça, c'est Bertrand Russell et la théière cosmique. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas une théière cosmique quelque part dans l'espace. Mais par contre, on peut prouver que ça existe. Et c'est pour ça que la charge de la preuve, elle est à celui ou celle qui affirme l'existence d'un phénomène extraordinaire. Donc ça, toutes les croyances ont en commun d'affirmer des choses extraordinaires sans preuve suffisante d'un point de vue scientifique. Et c'est là que je vois le lien. Dans nos études, on voit qu'il y a un lien entre les croyances religieuses et le complotisme, mais qui n'est pas très très fort. Et il est aussi en partie médiatisé par la position politique. C'est les gens d'extrême droite qui sont à la fois religieux et complotistes. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un petit lien. La dimension politique est plus importante que la croyance religieuse dans la capacité à sombrer dans le complotisme. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. En tout cas, d'après les indicateurs statistiques. Et le lien qu'on pourrait voir aussi, un lien un peu indirect, c'est que si vous croyez en la religion, vous croyez aussi en des phénomènes paranormaux, les miracles, les choses comme ça, qui eux sont aussi liés aux théories du complot. Donc voilà, il y a quand même un petit lien, mais c'est vrai que c'est pas un lien forcément plus direct. Donc, je le disais, vous êtes venu à travers la question de la Lune, en tout cas, ou la théorie du complot sur la Lune. Et ensuite, maintenant, comment vous diriez aujourd'hui, avec le recul que vous avez d'une vingtaine d'années de recherche sur le complotisme, j'imagine que ce livre est une réponse à la question sur comment on lutte et comment on fait pour finalement essayer de convaincre ou de démontrer à ceux qui sont de bonne foi
qu'ils sont dans une croyance plutôt que dans une science ou en tout cas quelque chose de réel. Quels sont les bons outils pour vous pour lutter? Parce que dans le livre, il y a aussi beaucoup d'humour, il y a des dessins, et ainsi de suite. Quels sont les bons outils pour vous? Alors c'est vrai qu'avec ces 20 années qui sont au départ, nous, on voulait pas non plus, c'était comme les croyances un peu à la pleine lune. Si vous pensez que vos légumes poussent mieux à la lune montante, finalement, vous faites de mal à personne. Donc tout le monde peut croire à ce qu'il veut. Bon, le seul inconvénient de ces croyances, c'est que ça pourrait être une porte d'entrée dans une dérive sectaire. On pourrait vous dire, vous croyez à la pleine lune, donc vous voyez, un gourou habile pourrait vous en tirer un peu, mais je veux dire, ça pose pas de problème. Et là, évidemment, tout le monde est libre de croire. Mais les théories du complot, le problème, c'est que ça crée une certaine défiance, et ça, c'est des recherches qui le montrent de nouveau. On a plein de conséquences négatives de croire à des théories du complot, parce que sinon on lutterait pas contre le complotisme, parce qu'on nous reproche parfois de le faire, mais au nom de la liberté d'expression ou de pensée. Mais c'est bien parce que les théories du complot posent un problème pour la démocratie, pour le vivre ensemble. Donc on voit dans les recherches que c'est lié au racisme, à l'antisémitisme, c'est lié à des positions anti-science. Vous vaccinez moins si vous êtes complotiste au sujet des vaccins. Au niveau du réchauffement climatique, vous allez prendre encore moins de mesures alors qu'il faudrait déjà en prendre plus. Donc il y a plein de conséquences très négatives. Au niveau politique, si vous croyez aux théories du complot, vous allez plus vers vers de la violence parce que vous ne croyez plus à la démocratie. Vous pensez que de façon... Vous confondez... C'est un grand mensonge, quoi. Voilà, et vous confondez l'imperfection de la démocratie avec le fait qu'il n'y a plus de démocratie et que c'est une dictature cachée. Et ça, c'est évidemment l'exagération complotiste. C'est vrai que les démocraties ne sont pas parfaites, mais ça, c'est impossible. Donc voilà, et là, donc, on est obligé de lutter un peu contre ce complotisme parce qu'il y a toutes ces conséquences sociales et politiques vraiment négatives. Et au niveau de la lutte, on peut lutter un peu aux 3 niveaux où on identifie les causes du complotisme. Il y a le niveau sociopolitique dont j'ai parlé, il y a le niveau psychologique, c'est la personnalité un peu méfiante et les biais cognitifs, et il y a le niveau d'Internet, parce que c'est un petit peu les 3 grands chantiers, les 3 grandes causes du complotisme et du succès du complotisme. Alors le plus facile, c'est quand même au niveau des Internet, c'est pas si facile, mais on peut, où les plateformes devraient mieux essayer de fact-checker, etc. Ça se fait heureusement, mais peut-être pas assez. Mais quand même, par exemple YouTube, il y a 15 ans, j'étais presque inquiet de voir des milliers de théories du complot, des films complotistes, il y en avait énormément, et là ils ont quand même bien trier, il y en a beaucoup moins. Et certains vont crier à la censure, mais ce n'est pas de la censure parce qu'on peut les trouver ailleurs. Donc ce qui est bien, c'est comme un journal, ils ont choisi de mettre les informations qui sont fiables et pas des informations qui sont pas de la désinformation. Donc ce n'est pas une vraie forme de censure, c'est juste un choix de la plateforme, et c'est très bien parce que nos biais cognitifs font qu'on est trop attiré par ce genre de contenu de désinformation. Et donc on peut lutter, au niveau d'Internet, on peut obliger quand même, c'est difficile, les GAFAM à prendre plus de mesures, à les rendre responsables s'il y a des fake news et des choses comme ça. Donc là, on peut lutter à ce niveau-là. On peut lutter au niveau psychologique, justement, c'est au niveau des biais cognitifs, l'éducation aux médias, et avec l'humour, ça marche bien auprès des jeunes, justement. Il y a des études qui montrent que si on se moque un peu d'une théorie complotiste, ça aide à voir leurs défauts. Et ça, c'est une bonne approche aussi, les biais et l'humour, parce qu'on ne dit pas aux gens que vous devez penser comme le gouvernement, ceci, cela, mais vous voyez comment le cerveau fonctionne, et c'est à vous ensuite d'être sceptique par rapport à vos propres croyances. Donc ça, c'est un bon moyen. Il y a aussi le pré-bunking, debunking, tout ce qu'on a. Ce pré-bunking, c'est d'avertir les gens à l'avance. Attention, la désinformation sur Internet, soyez prudents. Et ça marche. Alors ça marche moins bien que la désinformation, toujours. Mais chaque outil, en fait, on a des études qui montrent que ça marche, mais ça marche toujours moins que la désinformation. Mais on peut cumuler un peu les outils, et c'est ça qui donne un peu d'espoir dans la lutte contre le complotisme ou la désinformation, c'est qu'on a beaucoup de leviers à disposition. Il y a le debunking, donc ça c'est essayer d'expliquer en quoi c'est faux, fact-checking. Ça marche pas non plus autant bien, et ça touche pas tout le monde. Mais on peut même utiliser l'IA dans ce processus. Il y a une étude récente en 2025 qui a montré vraiment un effet assez fort sur le complotisme. C'est qu'on demandait à des gens votre théorie du complot préférée le 11 septembre, et ensuite on vous fait discuter pendant 30 minutes avec un chatbot, même Grok sur X, il débunkait les complotistes pendant quelques mois. Quand on
demande à Grok, C'est pas toujours le cas. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Surtout pas le c'est conspiracy. aléatoire. Voilà. Et il y a le conspiracy mode Exactement. maintenant. Alors là, bon, Ouais. mais les IA, disons entre guillemets, qui sont un peu plus neutres, comme ChatGPT ou d'autres, elles reposent vraiment l'état du consensus scientifique. Donc là, c'est un bon moyen parce que on peut lutter contre le millefeuille argumentatif des théories du complot, parce que nous, on n'a pas toujours la réponse pourquoi ceci, pourquoi cela, toutes ces anomalies apparentes, on n'a pas forcément l'explication. Ouais, le millefeuille argumentatif, c'est vraiment pour vous l'arme peut-être la plus forte des complotistes. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que chaque anomalie apparente, notre cerveau est attiré par elle, parce que c'est intéressant s'il y a un accident, s'il y a un meurtre, ça nous attire l'attention. Et ces anomalies apparentes, on en met quelques-unes, et c'est un peu comme la pleine lune, on se met à croire qu'il y a un lien. Et ça, c'est très attractif. J'avais participé à un documentaire sur W9 une fois, où ils avaient pris une dizaine de théories du complot complètement différentes, la mort de Michael Jackson, le Covid, et chaque fois, ils nous donnaient quelques-unes de ces anomalies apparentes. Et je voyais très bien mon cerveau, pourtant je connais par cœur, et je voyais très bien mon cerveau dire « Ah oui, c'est bizarre ». Et après, on avait l'explication « Ah ben non, c'est pas bizarre ». Et voilà. Donc c'est vraiment l'arme absolue. Et quand on met ça dans un documentaire comme Hold Up, ou même Opération Lune, qui était humoristique, mais qui montrait très bien que tout le monde se fait avoir avec un bon documentaire. On commence par des choses vraies, on mélange des choses incertaines, après du faux, et on part de plus en plus sur des théories abracadabrantes. Donc on voit là vraiment notre cerveau qui se fait avoir. C'est ça pour vous la recette, c'est-à-dire des choses vraies mélangées avec des choses incertaines et ensuite des choses fausses, et c'est comme ça qu'on crée finalement la possibilité de la croyance. Voilà, exactement. Ouais. Et un millefeuille argumentatif parce qu'on n'a pas la réponse à tout. On a même avec une équipe en Suisse de prévention contre le complotisme, on a des youtubeurs ont fait une petite vidéo humoristique, ils ont créé une fausse théorie du complot, et ensuite on a même fait une conférence à l'université et on commençait par dire des choses vraies. Notre conférence, elle était un peu factice, biaisée. J'ai pas aimé du tout les infiltrer à la fin. Je me suis senti trahi. Ces derniers mois, on a bossé sur un projet énorme qui nous tenait vraiment à cœur. On a réalisé une expérience sociale géante. Est-ce que vous croyez qu'on nous cache des aliens dans la zone 51 ? Ou que Michael Jackson est toujours en vie car c'est un reptilien ? Ou même que j'ai passé mon été 2024 en vacances aux Seychelles ? C'est vrai, Laurent, il y a même des photos. C'est totalement vrai. Ou même que la Terre est plate, comme une crêpe. Et bien aussi fou que cela puisse paraître, des gens croient à ces théories. Mais alors ça veut dire qu'on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui ? On s'est posé la question. Et là, on s'est lancé un défi. Créer de toutes pièces notre propre théorie du complot et voir si les gens y adhèrent. Et pour ça, il va falloir nous plonger dans les techniques de manipulation, comprendre les biais qui influencent notre cerveau et surtout s'immerger dans le monde des complotistes. Et les gens nous ont dit, ouais, au début, on se disait, ah ouais, c'est vrai. Et puis après, on se dit, c'est un professeur à l'université qui parle. Et après, à la fin, ça devenait, voilà, on voit les gens ils sont allés tous un peu plus loin que ce qu'ils auraient pensé. Donc c'est ce qui explique aussi peut-être finalement le succès qu'a eu Didier Raoult pendant la pandémie. C'est un peu ce genre de mécanisme quelque part. Exactement, c'était ça. C'était l'argument d'autorité du scientifique. Il faut toujours regarder que disent les autres experts du domaine, parce que un seul scientifique peut dire absolument n'importe quoi. Même un prix Nobel, on parle de la Nobelite, la maladie des prix Nobel qui se mettent à dire n'importe quoi quand ils ne sont pas dans leur domaine de compétences, comme Luc Montagnier qui commençait à dire des choses folles sur la mémoire de l'eau, tout en ayant effectivement le prix Nobel mérité sur le sida, le virus du sida. Par rapport au millefeuille argumentatif et par rapport à la façon de lutter, on a souvent un débat, nous, qui revient entre nous à Conspiracy Watch, mais sur lesquels on est tout le temps interpellés. C'est si vous êtes vraiment des anticomplotistes, pourquoi vous n'allez pas débattre avec les complotistes ? Alors vous êtes retrouvé dans une situation il y a quelques années où vous avez participé à un livre collectif d'investigation qui est un collectif animé par Michel Collomb notamment. Alors déjà, pourquoi vous vous êtes retrouvé ? Je crois qu'il y avait Alexander Samuel aussi qu'on a reçu dans cette émission. Il y en avait d'autres, Thomas Durand, qui sont Thomas Durand, ainsi de suite. Déjà, comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire ? Et puis surtout, finalement, est-ce que vous croyez que c'est efficace que d'aller sur leur terrain pour apporter un contre-argumentaire, si j'ose dire ? Alors, tout dépend du niveau de complotisme. Donc, ceux qui sont très radicalisés, ça ne sert plus à grand-chose, même si moi, je débat quand même sur les réseaux sociaux et je leur donne quand même les arguments parce qu'on a des fois l'impression qu'ils ne savent même pas qu'il y a des arguments inverses. Donc, je leur donne les arguments, mais ça se finit, quand ils sont très complotistes, ça se finit toujours mal parce quand ils n'ont plus d'arguments, ils disent qu'on est stupide, qu'on est corrompu même. Et donc, mais
les gens qui ont été déconvertis de croyances, alors soit religieuses, soit complotistes, on n'a pas beaucoup de complotistes qui sont revenus, mais il y en a quelques-uns qui d'ailleurs luttent dans la sphère sceptique. Et ils disent aussi que certains arguments ont fait mouche, mais pas tout de suite, ça a pris quelques années. Donc moi je me dis toujours, ça vaut la peine d'aller même chez les plus radicalisés, d'aller donner les contre-arguments, même si voilà, on ne sait pas, sur le moment, ça, on a l'impression de les radicaliser encore plus, parce qu'on leur dit quand même, réfléchissez mieux, et si eux ils nous disent qu'on est stupide, bon, on va leur dire, mais vous semblez être aussi un peu stupide. Donc voilà, sur le moment, ça ne fait pas forcément d'effet, mais peut-être qu'à long terme, moi je me dis toujours que, en tout cas, les déconvertis nous disent que certains arguments ont été utiles, comme les biais cognitifs, parce que c'est déculpabilisant, on se dit, mais tout le monde les a. Il faut lutter contre, mais disons, j'ai pas été complètement stupide, j'ai été un peu naïf et je me suis fait avoir, en fait. C'est plutôt ça la conclusion. Donc alors là, avec ce collectif, c'était c'était une des personnes qui collaborait à ce livre, qui nous a proposé. Et effectivement, il y a un peu les deux sons de cloche. Et on s'est dit, bon, en tout cas, la personne avec qui j'avais parlé, qui a écrit le livre, lui est assez sensible aux contre-argumentations. Donc pour les gens comme ça, en fait, surtout la distinction entre science du complot et religion du complot. Donc la science du complot, c'est les vrais complots qu'on prouve par des enquêtes professionnelles. Et la religion du complot, c'est croire à tous les complots. Donc voilà. Ils étaient sensibles à ce genre de contre-arguments et voilà, peut-être que ça peut aider quelques personnes à douter un peu de leur... mais c'est vrai qu'il y a toujours un dilemme parce qu'on se dit en allant chez eux, on les légitimise quelque part. Donc il y a toujours une question, mais c'est la même chose avec l'extrême droite. Est-ce qu'il faut diaboliser? Est-ce qu'il faut aller sur les plateaux de CNews ou Hanouna ou pas? Parce qu'en y allant justement, on les légitimise. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi comme j'ai vu qu'il y avait des collègues qui allaient, on s'est dit bon pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Ouais, vous avez l'impression que ça peut servir à quelque chose quand même. C'est dans ce sens-là que vous l'avez fait, quoi. Plutôt. Voilà, exactement. Oui, bien sûr, parce qu'en tout cas, la personne avec qui j'avais parlé, qui a écrit le livre, lui, il était assez sensible aux contre-arguments et il voulait vraiment discuter. Il avait peut-être pas non plus, il connaissait pas non plus ses travaux sur le complotisme, et il se dit ah oui, attention, voilà. Il se rendait compte aussi, pour certains, ils ont gardé une forme de rationalité. Donc pour les gens qui sont pas totalement radicalisés, ça peut toujours être utile le débat d'arguments. Et c'est intéressant ce que vous faites, c'est comme distinction, vous la faites également dans le livre, sur cette idée de science du complot et de théorie du complot, parce qu'il y a souvent cet argument qui revient, oui mais vous luttez contre le complotisme, mais il y a quand même des vrais complots. Et donc qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Voilà, c'est pour ça que j'ai développé, parce que c'est vrai que dans les premières études qu'on a faites, c'était en 2007, et là on disait même pas qu'il y avait des vrais complots. C'est venu plus tard que quand j'ai discuté avec les complotistes, tous me disaient mais il y a des vrais complots. Et c'est là que on a développé cette idée, et je l'avais trouvé chez Luc Boltanski en 2012, Énigmes et complots, un livre vraiment intéressant, et lui disait voilà, faut pas confondre les théories du complot et les vraies enquêtes professionnelles. Et Sébastien Dieguez en a aussi parlé, Total Bullshit, et il a eu cette formule qui est assez assassine mais vraie, c'est que jamais aucun complotiste n'a découvert de vrais complots. Donc c'est assez intéressant, et jamais aucun vrai complot n'a été précédé par des théories du complot. Il n'y a pas eu de théorie du complot, même sur l'affaire Epstein, puisque c'était dans les années 90 qu'il aurait fallu avoir des théories du complot. Les premières révélations, c'était fin des années 90. Donc là, il n'y a pas eu de... Et surtout que l'affaire a été révélée par des médias traditionnels et des journalistes professionnels. Voilà, exactement. C'est la science du complot. Tous les vrais complots, sans exception, ont été découverts par des professionnels de l'enquête. C'est des journalistes, c'est la justice, des ONG, ça peut même être une personne, un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte. On a l'exemple d'Erin Brockovich. Et je dis parfois aux complotistes, mais si vous voulez vraiment nous convaincre de quoi que ce soit sur un complot, vous en prenez déjà une seule et pas 10 en même temps. Pas le réchauffement, le Covid et tout. Et vous allez dans la vraie vie, pas sur Internet. C'est pas sur les sites alternatifs que vous allez trouver des preuves. Vous allez dans la vraie vie trouver des preuves pour qui a fait quoi en commun. S'il y a eu un complot, il y a eu organisation du complot, et on peut trouver des preuves ou des gens qui avouent. Donc on peut très bien, et c'est comme ça qu'on doit le faire, c'est la seule façon de prouver un complot, ce sera d'aller enquêter dans la vraie vie. Et voilà, comme on a pu prouver des complots de certaines entreprises pharmaceutiques, comme le scandale du Mediator en France. Voilà, mais les complotistes font pas ça du tout. Eux, ils croient à toutes sortes de théories du complot derrière leur écran, déjà sur des sites alternatifs, à partir d'anomalies apparentes des versions officielles. Donc en fait, c'est même leur travail, il est même, parce qu'on nous dit parfois, vous êtes trop naïf, vous
faut pas croire le gouvernement, mais les vrais contre-pouvoirs démocratiques, c'est justement la science du complot, c'est les professionnels de l'enquête, et ça c'est très important. Il faut encourager des scientifiques indépendants, qui doivent lutter aussi contre les grandes industries si elles veulent, comme celle du tabac ou celle de l'industrie fossile qui veut nier le réchauffement climatique. Donc on n'est pas du tout pour le gouvernement, on n'est pas du tout en train de vouloir faire taire toute critique. On dit juste que le complotisme, c'est une mauvaise critique basée sur des preuves insuffisantes et irrationnelles parce qu'elle n'enquête pas, elle prouve rien. Et en plus, elle accuse les faux coupables. Enfin, elle accuse de tout et n'importe quoi. Tandis que les vraies enquêtes, alors elles sont très utiles. Il faut un journalisme d'investigation, il faut des contre-pouvoirs, des ONG qui prouvent les choses devant les tribunaux. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a cette dimension aussi dans vos livres, mais dans le dernier, sur le lien entre finalement le complotisme et le populisme et le fait de délégitimer finalement tout ce qui appartient de ce qu'on peut appeler de manière générique au corps intermédiaire et notamment le corps intermédiaire journalistique. C'est aussi ça qui fait le carburant, vous diriez, de l'empreinte complotiste sur la société. Oui, on voit dans les études, c'est très lié au populisme parce que c'est l'idée d'un gentil peuple qui est manipulé par des méchantes élites. C'est à la fois le ressort du populisme et c'est aussi le complotisme puisque ça veut dire que ces méchantes élites, elles complotent, elles conspirent contre la population pour diminuer la population mondiale, pour tuer les gens, pour réduire les gens en esclavage, etc. Donc on voit que c'est très lié justement au populisme et on a bien vu les partis populistes font recours aux fake news, aux théories du complot. Et on voit maintenant qu'ils se brûlent les ailes, comme Trump maintenant qui est en train d'insulter les complotistes. Ça, c'est très drôle aussi. Ça aussi, c'est une note un peu d'espoir. Pourquoi c'est une note d'espoir ça ? Racontez-nous cet épisode. Racontez-nous cet épisode. Oui, alors l'épisode ces dernières heures, c'est Donald Trump qui insulte... On enregistre cette émission le vendredi 10 avril. Voilà, effectivement, on voit Donald Trump qui insulte Tucker Carlson, Candace Owens, puisque eux sont opposés à la guerre en Iran et donc il les traite d'imbéciles. Et voilà, c'est très drôle parce qu'au départ, lui, il a surfé sur ces théories du complot, il les utilisait contre Obama, contre Hillary Clinton, et on voit bien qu'avec aussi l'affaire Epstein, il se brûle les ailes puisqu'il est lui-même aussi... Il a aussi des choses peut-être à se reprocher. Donc voilà, on voit bien que l'utilisation du complotisme peut devenir dangereuse même pour les complotistes. Et on avait déjà vu ça dans la sphère complotiste. Avant, c'est les accusations d'opposition contrôlée. C'était quoi ça, les oppositions contrôlées ? Racontez-nous aussi. Oui, alors ça, c'est que après le Covid, quelques années après, tout à coup, les complotistes plus extrêmes accusent les complotistes moins extrêmes d'être dans l'opposition contrôlée. Donc comme si le gouvernement les payait pour semer la zizanie dans l'opposition. Alors ça, c'est magnifique parce que ça illustre deux choses. Ça illustre à la fois la radicalisation complotiste parce qu'on voit des complotistes moins extrêmes devenir de plus en plus extrêmes. L'exemple type, c'est Jean-Dominique Michel, un complotiste suisse que vous connaissez aussi en France. Et lui a commencé avec le Covid sur des études scientifiques qui montraient que voilà, il fallait faire autrement. Et après, il s'est vraiment radicalisé. Maintenant, il nous dit des choses abominables comme le fait que l'éducation sexuelle à l'école, ce serait un complot LGBT pour imposer la pédophilie aux enfants. Donc ça devient de délire absolu, alors que c'est l'inverse. Si on parle de sexualité à des enfants, c'est justement pour lutter contre la pédophilie qui vient principalement de la famille ou des proches. Donc il en vient à des choses complètement abominables. Et lui, au début, on le voit, une émission de radio de Richard Boutry pendant le Covid. Et on a un autre complotiste, justement, qui dit oui, il y a un complot pédophile des élites. Et lui s'énerve et lui dit non, mais vous n'avez pas de preuves. Et on a envie de lui dire, mais toi non plus. Et en fait, il découvrait que le complotisme, parce qu'il voyait que les complotistes plus extrêmes disaient des choses complètement fausses, sans preuve. Et maintenant, il en est venu à ce stade-là. Bien sûr, il dit que finalement, il avait raison. On voit ça et on voit aussi que les plus extrêmes vont traiter les moins extrêmes d'opposition contrôlée et c'est la paranoïa qui se retourne contre elle-même parce qu'évidemment souvent j'imagine qu'il n'y a aucune opposition contrôlée de quoi que ce soit, mais voilà, et les complotistes moins extrêmes voient aussi le complotisme tel qu'il est, c'est-à-dire des accusations sans preuve suffisante. Et alors justement c'est ça qui selon vous aujourd'hui caractérise ce que David Colomb a appelé ici à Conspiracy Watch la conspicratie américaine, c'est-à-dire qu'il y a
une partie de la conspiratie américaine qui gouverne, et donc les théories du complot sont au pouvoir et gouvernent. On le voit avec ce qui se passe sur Robert Kennedy Jr., notamment sur la santé, et ainsi de suite. Et qu'en même temps, vu que ces théories du complot pour arriver au pouvoir ont été des leviers, elles viennent grignoter le pouvoir de la conspiratie américaine. C'est un peu ça ce que vous dites, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un beau côté pour la lutte contre la désinformation, c'est que voilà, elle se phagocyte elle-même, elle se mange elle-même, parce que justement on peut accuser tout et n'importe qui de n'importe quoi sans preuve suffisante. Donc vous pourrez toujours, et comme c'est des gens qui sont aussi très narcissiques, ça on retrouve aussi dans les études sur la personnalité, ça fait du bien de croire aux théories du complot parce que on se sent unique. On mesure aussi le sentiment d'unicité, on a besoin de se sentir différent, et ça fait du bien. Toutes les croyances alternatives, pas seulement complotistes, ça fait du bien parce que vous êtes la minorité qui sait la vérité. Et ça, on voit aussi que les grands complotistes et des grands narcissiques, un Aberkan ou Didier Raoult, etc., on voit très bien cette composante ultra narcissique parce qu'ils ont la vérité sur tous les sujets. Et de réunir ces grands narcissiques entre eux, ça, il y a souvent des clashs, puisqu'en plus, ils ont des preuves insuffisantes, donc ils ne pourront pas se mettre d'accord sur certains phénomènes. Donc c'est ça qui est intéressant. Tant qu'ils ont un ennemi commun, qui est le gouvernement ou qui est la pandémie ou le Covid, ils peuvent plus ou moins s'entendre, mais voilà, moins il y a d'ennemis communs et plus ils vont s'entre-déchirer. Il me semble que dans le livre, vous proposez une technique pour finalement montrer comment les théories du complot se fabriquent, c'est d'en inventer une. Pourquoi vous trouvez que c'est une bonne solution ? Oui, alors ça c'est une bonne solution parce que on dit, quand on s'adresse par exemple à des jeunes, des adolescents, si on leur dit il faut pas croire ceci, cela, ils vont peut-être même plus y croire parce que c'est des adultes qui leur disent, donc ça pourrait avoir l'effet inverse. Et ce qu'on fait plutôt avec eux, c'est leur dire inventez une théorie du complot, et on leur explique quelles sont les théories existantes, et comme ça ils voient bien l'aspect un peu humoristique et l'exagération. Il y a le fameux complot chat, une vidéo sur YouTube où c'est une classe qui a inventé un petit documentaire conspirationniste. Vous pensiez connaître l'animal de compagnie le plus populaire au monde? Alors, attendez de voir ce qui suit. Et ça, c'est très formateur parce qu'on ne vous dit pas qu'il faut croire à ci ou ça, mais on vous dit voilà comment faire une théorie du complot et on voit qu'elle ressemble en fait à toutes celles qui existent sur les réseaux. Donc c'est un joli levier, à la fois par l'humour et à la fois que les jeunes découvrent en regardant toutes les théories du complot qu'elles sont toutes basées sur le même narratif. Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de politique publique, que ce soit au niveau en Suisse, en France ou même au niveau européen, on est à l'échelle par rapport à la lutte qu'on peut mener en termes de politique publique et notamment d'éducation aux médias, par rapport à la puissance des algorithmes et de l'algorithme qui favorise finalement les théories du complot. On est un peu en retard parce que ça prend toujours plus de temps de changer les programmes scolaires que d'avoir une innovation comme Internet qui arrive. Donc voilà, heureusement, il y a des actions qui sont prises et je trouve que c'est important maintenant d'avoir vraiment dans les écoles justement cette éducation un peu à l'esprit critique, aux médias, ou aussi vulgariser comment la science se fait, le consensus scientifique, parce qu'on a plein de gens, y compris d'ailleurs des scientifiques, qui nous disent non, c'est pas comme ça, etc. Alors que la plupart des scientifiques sont d'accord qu'il y a des consensus. Alors le consensus scientifique peut changer, mais sous l'effet des données d'autres scientifiques. Donc c'est pas parce qu'il y a des non-spécialistes sur Internet qui disent qu'il n'y a pas de consensus que c'est faux. Donc tout ça, pour le commun des mortels, on ne sait pas comment les scientifiques travaillent. Donc tout ça, c'est intéressant d'avoir des cours un peu d'explication de méthode et de comment on arrive à des connaissances. Donc effectivement, je pense que c'est bien et c'est pour ça qu'on a fait aussi ces livres un peu de vulgarisation avec Gilles Belvaux, donc qui fait les dessins, lui. Et le but, c'était de mettre un peu d'humour et de faire ça un peu grand public pour aborder ça un peu à l'école et ça peut être effectivement utile. Ouais, c'est comme ça, vous pensez que finalement on va aussi permettre aux plus jeunes, mais pas que, d'apprendre finalement à ce que c'est qu'une source, à ce que c'est que la hiérarchisation d'une information, à ce que c'est qu'une vérité scientifique, ou en tout cas qu'est-ce que c'est qu'un consensus scientifique. C'est comme ça qu'on va leur apprendre, c'est en multipliant finalement les approches, c'est-à-dire l'approche à la fois psychologique, mais l'approche humoristique, l'approche journalistique. C'est dans ce sens-là, c'est la pluridisciplinarité, vous diriez, qui va permettre de mieux lutter.
Voilà, exactement. Un peu comme pour le réchauffement climatique, c'est-à-dire à tous les niveaux, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif ou social et politique. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a parlé de quel remède il y aurait au niveau social et politique contre le complotisme. Alors là, c'est justement des choses à plus long terme. C'est plus difficile à changer puisque faudrait changer la politique, mais on peut imaginer, alors ça c'est spéculatif, mais comme les études montrent que plus il y a d'inégalités sociales, plus il y a de populisme et de complotisme, pour l'instant, et c'est plusieurs études dans plusieurs pays qui montrent ça, on peut imaginer que s'il y avait moins d'inégalités sociales, il y aurait peut-être moins de complotisme. C'est aussi ce discours de revanche envers le 1% qui... Voilà, donc ça pourrait être une piste. L'anomie, le sentiment d'anomie, ce serait bien d'avoir des participations citoyennes. En Suisse, on a le référendum et l'initiative qui sont bien, parce que pendant la pandémie, il y a eu aussi la dictature sanitaire, mais après, on a voté 3 fois sur les lois Covid, et les 3 fois, on a dit oui à 60%, c'était pas énorme, mais ça veut dire que là, on pouvait plus défendre l'idée d'une dictature sanitaire, puisque c'était démocratiquement décidé. Donc ça pourrait être aussi redonner aux citoyens un pouvoir d'action politique. Ça peut être aussi une solution contre ce populisme et ce complotisme. Parce que vous diriez que le complotisme est aussi le symptôme le révélateur d'une volonté d'action politique? Oui, c'est ça, ou d'un désespoir, d'action politique. Ce sentiment d'anomie, c'est justement qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, alors que c'est faux. On peut encore faire des collectifs citoyens, on peut encore heureusement voter et élire des gens. Donc mais c'est vrai que si on donne un peu plus peut-être de démocratie, même si c'est vrai qu'en Suisse on a quand même pas mal de complotistes, donc ça diminue pas complètement, mais au moins ça permet de leur dire qu'on n'est pas en dictature, et ça permet d'éviter quand même les populistes, parce qu'en Suisse comme on a un système plus disons un peu plus conservateur, l'avantage c'est que les populistes ont beaucoup plus de peine à arriver au pouvoir. Il y en a eu un dans les années 90-2000, et il a été réjecté du gouvernement parce que le gouvernement est élu par le Parlement, donc ils choisissent les gens qui sont un peu plus consensuels. Donc voilà, on a peut-être ça qui pourrait être bien au niveau sociopolitique, mais ouais, il y a aussi ça dans le complotisme. Alors on va passer au questionnaire de Conspiracy Watch. Donc vous savez le principe, c'est de répondre du tac au tac au moins, et de faire des réponses assez courtes, un peu spontanées aux différentes questions. Alors, y a-t-il un auteur, un artiste, une œuvre, un livre, un film qui a influencé votre rapport au vrai et au faux? Alors j'ai bien aimé Opération Lune, parce qu'effectivement quand on voit le documentaire, donc c'est sur l'idée, c'est le demi-complot, c'est pas la théorie du complot totale, parce qu'il y a des demi-complots, j'en parle dans le livre. Les demi-complots, c'est pas des complots, mais on cache quelque chose. Donc par exemple sur la mission Apollo sur la Lune, le demi-complot, c'est que les Américains sont quand même allés sur la Lune, mais ils n'avaient pas d'image, donc ils ont créé de fausses images, mais ils étaient quand même sur la Lune. Ouais. Et ça, le documentaire est très bien fait, parce que il passe d'ailleurs souvent sur Arte les 1er avril, et les gens ne voient pas souvent que c'est le 1er avril, et ils lisent pas à la fin que c'est un faux documentaire, mais c'est très bien fait, parce que vous voyez 1 ou 2 acteurs ou actrices qui parlent de la mission Apollo, et ensuite on voit Kissinger ou les gens de l'époque, on voit Stanley Kubrick qui parlent en fait d'autre chose, mais on croit qu'ils parlent de la mission Apollo, et à la fin du documentaire on est sûr qu'il y a un complot ou un demi-complot. C'est Donald Rumsfeld qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place? Rumsfeld est persuadé que Kubrick ne refusera pas. Sous l'administration Kennedy, la Maison-Blanche lui avait accordé une autorisation exceptionnelle pour entrer dans les lieux stratégiques du Pentagone pendant la préparation du film Dr. Folamour. Kubrick leur doit bien cela. Je lui ai dit à M. Nixon, c'est très dangereux aux États-Unis de mentir. On ne peut pas montrer une supercherie comme ça dans une démocratie. Trop de gens parleraient. C'est vrai, c'est grotesque. Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même. Et en fait, ça c'est très bien fait. Ça m'avait marqué, parce que là, alors vraiment, normalement, le niveau d'éducation ou l'éducation scientifique fait qu'on est moins sensible au complotisme ou aux fake news. Et là, on voit tout le monde se fait avoir, y compris les gens très diplômés, parce que le documentaire, il est très convaincant. Plus il y a des images, il nous embarque vers la théorie. Alors, est-ce que vous avez déjà douté d'un fait pourtant solidement établi?
Bonne question. La première fois que j'ai vu Loose Change, le documentaire conspirationniste sur le 11 septembre, c'était de nouveau ce millefeuille argumentatif de choses bizarres. Et là, je me suis vraiment dit, ah oui, c'est très bizarre. C'est bizarre. Voilà, ouais, là, c'est clair. Et tout le monde se fait avoir. Et après, j'ai eu les réponses, mais il faut aller ailleurs pour chercher les réponses. Pourquoi c'est pas bizarre? Et alors justement, comment vous faites-vous, pour faire vos propres recherches? Oui. Alors, ce que je fais, moi, quand c'est pas dans mon domaine de compétences, j'utilise beaucoup Google Scholar. En fait, c'est un Google avec des articles scientifiques et ça, c'est génial parce qu'on peut voir si les vaccins, on a un doute sur les vaccins, on peut faire des recherches d'articles et on a des dizaines de milliers d'articles qui viennent et on peut pas tout lire, mais on peut au moins voir si l'avis de tel ou tel expert est corroboré par beaucoup d'articles scientifiques. Et c'est comme ça que sur le Covid, sur le réchauffement climatique, on voit qu'effectivement, quelle est la voix de la majorité. Alors, quel mot ou quelle expression liée au complotisme vous agace le plus? Alors, qu'est-ce qui m'agace le plus? Oui, c'est quand on traite de moutons, quand on me traite de moutons ou de normies, on m'a traité récemment. Et ça m'agace un peu parce que on peut répondre que les complotistes, c'est des moutons, mais envers une petite minorité. Donc ils sont tout aussi moutons et même sans doute plus, puisque eux croient à la théorie du complot de façon totalement religieuse et en fait, ils doutent, mais que des versions officielles. Alors, avec quel conspi vous prendriez volontiers un verre? Alors, volontiers avec aucun d'entre eux. Non, c'est vraiment difficile. Alors, après, ça tout dépend du niveau. Mais souvent, les plus connus sont très radicalisés et ils sont très narcissiques. Et voilà, donc, mais ça ne me déplairait pas de débattre, mais c'est vrai que c'est délicat parce que souvent, ils sont sur tel ou tel sujet, ils sont très bien préparés. Donc, il faut se méfier justement dans les débats un contre un. Mais non, là, je n'ai pas vraiment de Joker. Ouais, c'est ça. Si vous deviez trouver une qualité aux complotistes, ça serait laquelle? Ouais, malheureusement, j'ai essayé. Alors, on a quelques études qui montrent des effets positifs du complotisme, mais c'est pas grand-chose. Ils détecteraient mieux les deepfakes. Bon, c'est pas très utile. Et puis voilà. Et on est en train de faire des études aussi actuellement sur les vrais complots, parce que c'est vrai qu'on parlait toujours des théories du complot qui sont vraisemblablement fausses, et même on invente des fausses théories du complot et on demande aux gens s'ils y croient. Alors là, c'est évident que les gens sont plus irrationnels. Et maintenant, on regarde est-ce que d'être complotiste, ça fait qu'on reconnaît mieux les vrais complots. Et ça semble être le cas, mais on ne sait pas encore parce que les complotistes croient à tous les complots, donc les vrais, les faux, mais aussi les inventés. Donc ça servirait vraiment à rien. Mais peut-être qu'ils connaissent mieux les vrais complots. On peut espérer qu'ils connaissent mieux les vrais complots. Pas sûr, mais bon. Voilà. Vous êtes à un repas de famille un dimanche ou lors d'un réveillon. Votre oncle conspi commence à deviser sur la dernière théorie du complot à la mode. Comment vous réagissez? Ouais, soit j'essaye de changer de sujet, mais bon, après, si c'est difficile de le faire taire, souvent, j'explique la différence entre justement les vrais complots et les théories du complot. Et je dis, vas-y, pendant les 10 prochaines années, tu vas enquêter sur ton complot et reviens avec des preuves. Donc ça, c'est la façon la plus facile de lui demander de se taire. Alors, à quel moment vous avez pris conscience, vous, que cette question du complotisme était un vrai sujet de préoccupation et pas seulement une lubie de journalistes et d'intellectuels? Alors ça a commencé en 2008, les journalistes m'ont appelé justement à propos du succès de Loose Change, le documentaire conspirationniste sur YouTube qui faisait des millions de vues, et pour l'époque ça correspond à des milliards de vues actuellement. Et après il y a eu les attentats terroristes en France et chaque fois plus d'intérêt de la part des médias, et après 2016 Trump et après le Covid, donc c'est comme ça que ça a explosé un petit peu. C'est comme ça et voilà, à partir de Trump on s'est dit là ça commence à être un problème de société. Alors, pour finir, c'est la dernière question. Quelle est la théorie du complot à laquelle vous croyez, à laquelle vous avez cru, ou à laquelle vous seriez tenté de croire? Alors, c'était un peu ce 11 septembre, avec ces données. Parce qu'il y avait des ingénieurs qui nous disaient, effectivement, c'est bizarre, comme les tours sont tombées. Puis après, j'ai trouvé d'autres ingénieurs qui nous disent, non, c'est pas bizarre, parce que c'est cela. Donc voilà, on a de nouveau, ces anomalies apparentes n'en sont pas. Et après, on pourrait trouver des preuves. Il y a le mathématicien Robert Grimes qui a donné un très bon argument contre toutes les théories du complot, c'est-à-dire il a pris les vrais complots, il a estimé le nombre de personnes qui devaient être au courant pour réaliser le complot, et ensuite il a calculé en combien de temps ça s'est su, parce que dans tout complot réel, il y aura des fuites, il y aura des erreurs, il y aura des maladresses humaines, les êtres humains, même la CIA fait des erreurs, des bourdes monumentales. Et j'avais été aussi marqué par un documentaire il y a quelques années sur Dick Marty, le procureur suisse, et lui avait enquêté sur les prisons secrètes de la CIA, et c'était des gens de la CIA qui avaient lancé l'alerte
l'alerte. Donc au sein même de la CIA, il y a des gens qui lancent l'alerte quand ils font des choses totalement immorales. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est un bon argument contre toutes les théories du complot, c'est que plus le complot est gros et plus il implique du monde, plus ça va se savoir en quelques mois ou années. Le 11 septembre, le mathématicien a calculé qu'en maximum une année et demie, ça se serait su, parce que ça impliquait des milliers de personnes à la tête de l'État, et faire une chose aussi immorale que tuer des Américaines et des Américains dans des tours pour envahir l'Afghanistan, c'est tellement absurde. Même Chomsky, qui est parfois un peu limite complotiste au sujet des médias, ça lui arrive, voilà, lui a dit que si c'était un vrai complot, c'est le complot le plus stupide de l'histoire, parce que les Américains avaient besoin de prétextes pour envahir l'Irak quelques années, 2 ans plus tard, et ils ont accusé l'Afghanistan, donc ça aurait été complètement ridicule. Et voilà, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir, Pascal Wagner-Egger. Je rappelle le titre de votre livre, Je ne suis pas complotiste, mais coécrit avec Gilles Belvaux, aux éditions 41, celui l'un de vos premiers ouvrages, Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration, préfacé par Gérald Bronner, et celui qui est derrière moi, Méfiez-vous de votre cerveau, pareil aux éditions 41. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Cette émission a été réalisée comme à chaque fois par Martin Béraud, et moi je vous dis à très bientôt. Salut.